Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans votre journal de 22 heures. Voici les titres de l'actualité. En premier lieu, une réunion s'est tenue pour le lancement de la deuxième édition du Festival culturel de Tadjoura. Et dans un autre registre, lors de la cinquième édition du 10 km d'Air Djibouti, les coureurs djiboutiens se sont emparés des 3 premières places. Et enfin, à l'international, le Proche-Orient connaît des tensions accrues alors qu'Israël subit d'importantes pertes au Liban. Le ministre israélien de la Défense a qualifié toute cette journée particulièrement difficile. Hier soir, la capitale s'est retrouvée sous un ciel menaçant, présageant l'arrivée tant attendue d'une pluie intermittente qui a finalement balayé la ville, apportant un souffle de fraîcheur bienvenu. Dès la tombée de la nuit, les premières gouttes ont commencé à perler, instaurant une atmosphère apaisante alors que les nuages gris s'amoncelaient. Cette averse capricieuse dans sa répartition a offert un contraste saisissant, tandis que certaines zones étaient généreusement arrosées, d'autres n'ont ressenti qu'une légère brise humide. Des artères inondées se mêlaient aux ruelles restées presque sèches, reflet de l'imprévisibilité de la météo. Les habitants armés de bonne humeur ont savouré ce répit dans la chaleur écrasante des jours précédents. La chute des températures a apporté un réel soulagement et l'instant a vu fleurir des sourires et des conversations enthousiastes sur les bienfaits de cette pluie bienfaitrice. Alors que les gouttes continuent de tomber par intermittence, les prévisions annoncent d'autres averses dans les jours à venir. Et justement, demain, dimanche 27 octobre, la matinée sera marquée par un ciel nuageux avec des averses intermittentes, parfois accompagnées d'orages sur la façade côtière, pouvant également atteindre les reliefs. Les températures oscilleront entre 23 et 33 degrés avec une bonne visibilité. Et dans l'après-midi, le ciel s'éclaircira progressivement, devenant peu nuageux sur la majeure partie de la région, tandis que les températures grimperont entre 30 et 37 degrés. En soirée, un ciel dégagé est attendu avec des températures autour de 25 degrés et une bonne visibilité. Autre information, la délégation djiboutienne conduite par le ministre des Finances a récemment pris part à un panel de discussion sur les finances publiques organisé par une institution bancaire influente. Cet événement a réuni des experts de la Banque mondiale ainsi que des partenaires techniques et financiers tels que l'Agence française de développement et l'Union européenne. Cette rencontre a offert une plateforme précieuse pour le ministre du Budget, qui a pu partager l'expérience de Djibouti en matière de gestion des finances publiques. Dans son allocution d'ouverture, le ministre des Finances a souligné l'importance des réformes engagées par le gouvernement djiboutien en mettant en lumière leur rôle central dans l'amélioration de la gouvernance et le développement économique du pays. Le ministre a ensuite détaillé le parcours réformateur de Djibouti en se basant sur les résultats de l'évaluation PEFA, mené en 2022. Il a exposé la stratégie de réforme élaborée à la suite de cette évaluation, le plan d'action adopté et le montage financier associé, incluant les engagements en cours des PTF. Le ministre a également évoqué les financements encore nécessaires pour garantir la mise en œuvre effective de cette stratégie. Dans un entretien exclusif accordé à Kuma Africa Amplified, d'une chaîne kenyane, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, a dévoilé sa vision pour la présidence de la Commission de l'Union africaine. Candidat déterminé, il a exposé les priorités qui guideraient son mandat axé sur le renforcement, de l'intégration africaine. Depuis l'annonce de sa candidature, le ministre Mohamed Ali Youssouf a intensifié ses efforts sur l'ensemble du continent, se rendant récemment à l'Assemblée générale des Nations unies et participant à plusieurs conférences internationales. Fort de son expérience diplomatique et de son engagement envers l'Afrique, il estime détenir un avantage unique pour ce poste. Mon plan pour l'Union africaine repose sur 3 piliers, a-t-il dit: la paix et la sécurité, le développement économique et l'intégration régionale, a-t-il affirmé. La priorité principale de Mohamed Ali Youssouf serait de consolider les mécanismes de paix et de sécurité de l'Union. Nous devons mettre en œuvre des capacités solides de prévention des crises et garantir le financement de nos missions de paix par des ressources africaines, a-t-il précisé.
Il souhaite également renforcer la zone de libre-échange continentale africaine afin de stimuler le commerce intra-africain, aujourd'hui encore peu développé. Le ministre a par ailleurs exprimé son désir d'intégrer davantage les jeunes et les femmes dans les processus décisionnels. Il est essentiel que ces groupes aient une voix au sein de la gouvernance de notre organisation continentale, a-t-il souligné. En outre, il a mis en avant la nécessité de moderniser l'agriculture et de transformer les économies africaines pour créer des opportunités d'emploi pour la jeunesse africaine. La candidature de Mohamed Ali Youssouf à la présidence de la Commission de l'Union africaine représente un moment charnière pour le continent, avec une vision pragmatique et un engagement sans faille envers le développement de l'Afrique. Il aspire à rassembler les soutiens nécessaires pour concrétiser ses ambitions. Un atelier de réflexion stratégique s'est tenu jeudi à l'hôtel Sheraton dans le cadre de l'élaboration du projet d'établissement hospitalier du centre hospitalier universitaire de Djibouti. Cet événement, présidé par le ministre de la Santé, Dr Ahmed Rableh, a rassemblé les principaux responsables des hôpitaux publics de Djibouti. Objectif, définir les grandes orientations de ce projet ambitieux destiné à renforcer les services de santé du pays. La matinée a débuté par une présentation des objectifs du projet, suivi d'échanges constructifs entre les participants. Et dans l'après-midi, des groupes de travail ont été constitués pour se concentrer sur des axes stratégiques précis. Les conclusions de chaque groupe ont été partagées en plénière, consolidant ainsi la cohésion des participants et validant les orientations choisies pour ce projet. Cet atelier a marqué une étape cruciale dans la préparation de l'avenir du CHU, témoignant de l'engagement de chacun à contribuer activement à ce projet de grande envergure. Les participants ont souligné l'importance de cette collaboration pour garantir une prise en charge optimale des patients et une amélioration significative des services de santé à l'échelle nationale. C'est très important pour nous que cette participation prouve que tout le monde est sensible au CHU et à la mise en place concrète du CHU à Djibouti. Vous avez initié ces projets, nous l'avons pris ensemble aujourd'hui pour le concrétiser et nous souhaitons de cette journée d'atelier pour une validation du projet d'établissement de l'ensemble des CHU avec la participation de tout le monde. Et dans son discours, le ministre de la Santé a rappelé que ce projet d'établissement constitue une étape essentielle pour une structure hospitalière permettant de définir et d'affirmer ses orientations stratégiques. Écoutons-le. Vous le savez, un projet d'établissement est un outil qui est très important. D'abord, c'est un outil de formulation des objectifs. C'est un outil de politique hospitalière, un outil qui permet de décliner les objectifs que doit atteindre le CHU. Le projet d'établissement va nous permettre d'avoir un certain nombre d'autres projets. Par exemple, le projet médical, le projet de soins infirmiers, le projet de formation, le projet de recherche, le projet d'innovation. D'abord, on doit avoir une planification stratégique très précise. On doit avoir une planification stratégique très précise. Nous devons avoir une organisation optimisée de l'offre de soins. Nous devons avoir un cadre administratif et juridique très clair. Nous devons avoir une transition structurée vers l'autonomisation du CHU, Inch'Allah. Nous devons avoir un document détaillé de la politique hospitalière. Nous devons avoir une approche, et ça c'est le plus important, qui est centrée sur le patient. Et enfin, nous devons avoir une approche qui respecte bien sûr le budget
du CHU. Donc c'est un atelier qui pour moi est très très important et nous avons souhaité que cet atelier soit inclusif, que tout le monde puisse participer. Et le CHU, c'est votre CHU. Personne ne l'a créé, c'est votre CHU. Le CHU n'appartient à personne, l'hôpital appartient à tout le monde. L'hôpital appartient à la population djiboutienne. Et les différents responsables et médecins présents au micro de la presse remercient le ministre de la Santé et la direction du CHU pour l'organisation de cet atelier, saluant l'implication de l'ensemble des acteurs hospitaliers dans l'élaboration de ce projet. Suivant la réaction du docteur Timero Adenauki à l'issue de l'atelier. Stratégique et les objectifs de ce projet d'établissement hospitalier. Alors il faut savoir que ce projet nous tient à cœur comme direction parce que c'est le socle, c'est la pièce angulaire qui détermine effectivement la politique hospitalière du centre hospitalier universitaire de Djibouti et qui fait intervenir plusieurs acteurs intervenant particulièrement dans les hôpitaux qui sont sous la coupole du CHU. Alors l'objectif final, c'est en définitive pour mettre en place un objectif final et cohérent qui détermine une mission globale du CHU. Sous le haut patronage de Hibo Moumine Assoui, ministre de la Jeunesse et de la Culture, et de Hassan Omar Mohamed, ministre de la Défense, et de la secrétaire d'État aux investissements et au développement du secteur privé, Safia Mohamed Ali, une réunion s'est tenue au Palais du Peuple pour préparer la seconde édition du festival culturel de Tadjoura, prévu les 26, 27 et 28 décembre prochains. L'association Tekem Tarago, initiatrice de cet événement, a choisi pour cette édition le thème Paix et fraternité des peuples, en célébrant donc du 30e anniversaire, en célébration du 30e anniversaire des accords d'Abra. Forte du succès de la première édition, l'association ambitionne de proposer un festival 2024 encore plus enrichissant, festif et inclusif. Un défi rendu possible grâce au soutien de nombreux partenaires et sponsors, ainsi qu'au parrainage essentiel du ministère de la Jeunesse et de la Culture, garant donc de la réussite et de l'impact de cet événement culturel auprès du public. Suivant un extrait de l'intervention de Mme Safia Mohamed Ali, secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé. Notre soutien à Tekem Tarago, soutenu par le ministère en charge de développer de la jeunesse et de la culture de Djibouti. Mes vives et sincères félicitations à l'association Tekem Tarago qui a mis en évidence, en exergue, la magnificence de la culture de la région de Tadjoura. Toute sa beauté est mise en évidence et je les remercie sincèrement. Organiser un festival est très important parce que c'est un moment fédérateur, un moment de joie, d'union d'une société. C'est capital, c'est partagé au niveau national et international. C'est très important d'organiser ces moments soutenus par le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Et voici à présent un extrait du discours de Mme Hibo Moumine Assoui, ministre de la Jeunesse et de la Culture. Vous avez valorisé, mais on n'avait pas idée de tout le travail qui a été fait en coulisses. Et donc cette année, que vous vous y preniez en avance, c'est vraiment très bien. Donc on peut dire qu'on est à J-2 mois. Donc c'est vraiment le timing qu'il faut pour pouvoir aller plus haut. Donc moi je tiens d'abord à dire que le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, lors de son discours de rentrée politique, mis en valeur aussi la préservation et la valorisation des patrimoines, puisqu'en décembre, il y aura la semaine nationale
des patrimoines et que vous, votre événement se situe dans ce mois de décembre qui va être en totalité dédié justement à tous ces travaux, d'abord de conservation, mais de valorisation, mais surtout aussi des transmissions aux jeunes. Donc je pense que cette année, vous êtes dans le mois qu'il faut et ça va encore rendre plus dynamique et plus synergique cette semaine nationale qui est dédiée au patrimoine. C'est pour vous dire à quel point le président de la République, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement soutiennent ce programme. Dans le cadre du programme de jumelage entre les régions d'Ali Sabié et de Boc, la délégation bocoise a visité hier la cimenterie d'Ali Sabié, marquant un temps fort de leur séjour. Cette visite axée sur le renforcement des liens interrégionaux a offert aux visiteurs une occasion unique de découvrir les infrastructures industrielles de la région. La délégation conduite par Mohamed Hamad Ismaël, président du conseil régional de Boc, comprenait également des notables et des représentants d'associations locales. Il a été accueilli, avait parlé aux autorités d'Ali Sabié, notamment par le préfet et le président du conseil régional. Au cours de cette journée, la délégation a visité le centre de formation pour les femmes, une crèche ainsi que plusieurs boutiques situées à proximité de la préfecture. La première journée de leur séjour s'est achevée au village agricole de Assamo, où les habitants ont réservé aux visiteurs un accueil particulièrement chaleureux. Ce moment a été propice aux échanges culturels et aux discussions sur les initiatives de développement local, mettant en lumière l'importance d'une coopération renforcée entre les deux régions. Les compatriotes de Boc ont eu l'occasion de s'immerger dans les périmètres agricoles de la localité et de découvrir les installations de la fabrique de confiture de Assamo. Ils ont exprimé leur admiration pour les efforts entrepris par les femmes du village en faveur de leur autonomisation socio-économique. Cette initiative contribue à rapprocher les habitants du Nord et du Sud, renforçant ainsi le sentiment d'appartenance à une même nation. Rappelons que lors d'une rencontre à Obok, les présidents des conseils régionaux avaient déjà signé une série de conventions visant à échanger leur expérience respective en matière de développement. Rappelons que ce programme de jumelage entend promouvoir des partenariats durables et faciliter le partage d'expériences dans des domaines variés tels que donc le développement économique et culturel. Le conseil régional de Dikil a organisé la 3e édition de son initiative de parrainage en faveur de 50 élèves de 8e année issus de milieux défavorisés inscrits au collège d'enseignement moyen de Dikil. La cérémonie s'est déroulée dans la salle de conférence du conseil régional sous la présidence de Mahad Hussein Ahmed, président du conseil régional de Dikil, en présence du préfet de la ville, Hassan Abdirable. Les élèves bénéficiaires et leurs parents ont également pris part à cet événement. En plus de la couverture des frais liés aux livres et à l'accès scolaire, chaque élève a reçu cette année un kit scolaire complet. Cette initiative vise à offrir un soutien matériel essentiel permettant à ces jeunes de poursuivre leur parcours éducatif dans les meilleures conditions possibles. D'enfants que nous sommes et plein d'amour, vos gestes tels des rayons de soleil éclairent nos chemins, toujours plus belles. Chaque gomme, chaque crayon et chaque stylo donné est une promesse, un avenir préparé pour ces outils qui tracent nos rêves. Merci à vous pour ces belles œuvres. Votre générosité n'a pas de fin. Elle résonne dans nos mains. Grâce à vous, nous avons confiance vers un demain souriant et brillant. Écoutons à présent un extrait du discours du principal du collège de Dikil, M. Chelmake Moussa. Parrainé par le conseil régional de Dikil, cet événement désormais ancré dans les traditions de notre région témoigne de l'engagement inébranlable de nos autorités locales en faveur de l'éducation. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer mes sincères remerciements à Monsieur le Président du Conseil régional, M. Mahad Hussein Ahmed, ainsi qu'à l'ensemble de son équipe pour cette initiative précieuse qui, d'année en année, contribue à l'épanouissement et à la réussite de nos jeunes élèves. Grâce à votre soutien, chers partenaires, nos élèves se voient offrir les outils nécessaires pour affronter les défis académiques avec confiance et détermination. Cette cérémonie revêt une importance particulière pour notre collège,
car elle incarne à la fois la solidarité et la responsabilité partagée entre les autorités locales, les enseignants, les parents et bien sûr nos élèves. En leur offrant cette fourniture scolaire, vous ne leur donnez pas seulement des moyens matériels, mais aussi un message fort d'encouragement, celui de croire en leur capacité de persévérer dans leurs études et de viser l'excellence, Inch'Allah. Chers élèves, chers parents, votre présence aujourd'hui nous rappelle à quel point l'éducation est un projet collectif qui nécessite la collaboration de toutes les forces vives de notre société. Je vous remercie pour votre soutien constant pour la confiance. Dans l'actualité également, le Collège de Boc a célébré mercredi la Journée internationale de la fille en partenariat avec l'UNICEF sous le thème « La vision des filles pour l'avenir ». La cérémonie a débuté par l'accueil du président du CRO, accompagné des différents responsables des services déconcentrés. Ont assisté à cette journée le président du conseil régional de Boc, le représentant de la préfecture, une équipe de l'UNICEF, le chef de service régional du ministère de l'Éducation nationale, le principal du collège de Boc, ainsi que plusieurs responsables de services déconcentrés, des associations, des professeurs, des parents d'élèves et bien sûr des élèves. Au programme, plusieurs activités ont marqué l'événement. Un sketch intitulé « La vision pour demain » joué par le club théâtre du collège, des poèmes en français, arabe et anglais sur le même thème et des danses folkloriques interprétées par une troupe de jeunes collégiens et collégiennes. La Journée internationale de la fille met en avant la nécessité de surmonter les défis auxquels les filles sont confrontées. Voler les coutumes. En effet, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, conscient de l'importance de l'éducation des filles, a entrepris plusieurs actions avec les soutiens techniques principalement de l'UNICEF pour lever les obstacles à l'éducation et à l'autonomisation des filles, tels que, je cite, la mise en place d'une cellule genre au ministère, la mise en place d'un bureau genre et la désignation des points focaux dans chaque service régional de l'éducation, la mise en place des structures d'accueil telles que l'instauration des systèmes des écoles rurales, comme l'école intégrée de Wadi, avec la mise en place des dortoirs et des toilettes séparées pour les filles. Écoutons à présent un extrait du discours du président du conseil régional de Boc. Nous sommes dans la journée mondiale des jeunes filles et la vision, moi, déjà, les combats pour l'égalité du genre, ça n'a pas commencé hier, aujourd'hui, nous sommes fiers. Nous sommes fiers en tant que parents, en tant que mari, en tant qu'époux, en tant que père des enfants et des filles, de dire qu'aujourd'hui, quand même, le genre, les filles, les femmes sont bien représentées et elles sont, dans certains domaines, elles peuvent même dépasser les hommes, je suis désolé, la réalité. C'est un combat qui a commencé quand même il y a longtemps. Le gouvernement de la République, sous le leadership du président de la République, Al-Hajj Mohamed Guelleh, ont fait que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. Aujourd'hui, au niveau du conseil régional déjà, nous nous réjouissons d'avoir parmi 11 membres, 11 élus locaux, 4 femmes qui sont membres du conseil régional et dans le bureau qui est composé de 5 personnes, nous avons quand même des dames qui sont également dans l'exécutif du conseil régional. C'est pour vous dire à quel point les femmes jouent un rôle important dans le développement de Boko. Les défis sont nombreux, rien n'est fini. L'UNICEF fait un effort aux côtés du gouvernement pour vraiment l'émancipation, l'éducation, la santé des jeunes filles, mais le chemin est encore long et les problèmes, les difficultés sont persistantes, surtout au milieu rural. Donc nous travaillons aux côtés du gouvernement, aux côtés des partenaires, pour que la jeune fille qui est au milieu rural puisse avoir les mêmes droits que les jeunes filles qui sont au milieu urbain. Et l'UNICEF était représenté par Mme Hasna Abdallah Ali. Voici un extrait de son intervention. C'est plaisir pour moi d'être à Hayou, au collège de Hayou, qui est une région historique. On a eu la chance de voir, de visu en tout cas, l'interprétation des élèves du collège, de Boc, qui ont présenté les sketchs autour de l'importance de l'éducation, sans oublier en fait que la vision
des filles pour l'avenir ne s'arrête pas à l'éducation. L'éducation, c'est un des droits fondamentaux. Il y a la santé, l'identité, parce que si l'élève n'a pas d'identité, il ne peut pas bénéficier des autres droits. Donc, veillons à ce que chaque élève de la région d'Obok et des localités rurales d'Obok ait un acte de naissance et qu'il puisse accéder à l'éducation à travers les établissements scolaires qui sont à Obok, les seuls collèges qui sont à Obok. Il y a également un collège à Wadi dans l'école rurale intégrée. Donc, sincèrement, je suis fière de voir la réalisation qui a été présentée par les élèves de Bok, à travers l'encadrement, bien sûr, du principal de Bok, mais également des enseignants et des enseignantes, du point focal genre, des inspecteurs. Donc, sincèrement, je suis contente de voir ça. Dans l'après-midi d'hier, la Fédération d'athlétisme sous l'égide du secrétariat d'État au sport a organisé la 5e édition des 10 km d'Air Djibouti. Cette course très attendue a attiré de nombreux athlètes de différents pays de la région, marquant un moment fort pour la communauté sportive djiboutienne. L'événement qui a rassemblé des participants de tout horizon a illustré l'engagement de Djibouti envers le sport et la solidarité. Pour la première fois, des athlètes handisport ont également eu l'opportunité de prendre part à cette compétition, marquant une avancée notable vers l'inclusion dans le sport à Djibouti. Cette édition a accueilli des coureurs de plus de 10 pays, notamment de Djibouti, de l'Éthiopie, du Somaliland, du Kenya, de la France, de l'Italie, du Japon, du Rwanda et du Burundi. Parmi les personnalités présentes, le directeur général d'Air Djibouti, qui a d'ailleurs salué cette initiative en déclarant ce type d'événement encourage non seulement le sport, mais aussi l'esprit de camaraderie au sein de notre communauté. Le colonel Waas Omar Borré, commandant de la garde-côte djiboutienne, a ajouté « Le sport est un vecteur de santé et de bien-être et nous devons tous soutenir des manifestations comme celle-ci ». Cette 5e édition des 10 km d'Air Djibouti a non seulement rassemblé des passionnés de course à pied, mais également affirmé l'engagement de Djibouti en faveur du développement du sport à tous les niveaux au profit de l'inclusion, de l'amitié et de la performance. Les résultats de cette course ont souligné le talent des athlètes de la région. Wabali Ega Hussein a décroché la première place, suivi de Aden à la 2e place et de Mortar à la 3e place, tous membres de la garde-côte témoignant de l'excellence de cette institution. La 4e place a été remportée par le Kenyan, renforçant la dimension internationale de cette compétition. La cérémonie de remise des trophées a constitué un moment clé de cette 5e édition des 10 km d'Air Djibouti, rendant hommage aux performances exceptionnelles des athlètes. Dans une ambiance festive, les participants ont été applaudis pour leurs efforts, symbolisant l'esprit de compétition et de camaraderie qui prévaut lors de cet événement. Le directeur général d'Air Djibouti, Abdelrahman Ali Abdillahi, a eu l'honneur de remettre les prix aux 3 premiers coureurs. Wabali Ega Hussein, en tête de la course, a reçu un trophée brillant accompagné d'une médaille d'or et a exprimé sa gratitude envers ses coéquipiers et son entraîneur pour le soutien constant. Aden et Mortal, qui ont terminé respectivement 2e et 3e, ont également été récompensés, chacun recevant une médaille d'argent et de bronze ainsi qu'un prix en espèces. Leur détermination et leur esprit d'équipe ont été soulignés, mettant en avant l'excellence des coureurs de la garde-côte de Djibouti qui ont démontré un niveau de performance remarquable. Les athlètes handisport, dont la participation a marqué cette édition, ont également été honorés. Des trophées spéciaux leur ont été remis en reconnaissance de leur courage et de leur détermination. Ces prix ont été une source d'inspiration pour tous, illustrant que le sport est un domaine d'inclusion et de dépassement de soi. Cette cérémonie de remise des trophées a été bien plus qu'une simple distribution de prix. Elle a symbolisé l'unité, l'effort collectif et la passion pour le sport qui anime Djibouti. Les participants, les organisateurs et les spectateurs sont tous repartis avec le sentiment d'avoir partagé quelque chose de précieux et d'inoubliable. La 5e édition des 10 km d'Air Djibouti a définitivement laissé une empreinte positive dans le cœur de chacun. Et notre équipe sur place a recueilli quelques réactions, dont celle du directeur général d'Air Djibouti. La voici. Le 10 km, le 5 km et le 2 km pour les gens nécessités, c'est bien déroulé.
C'est une année, comme je disais à vos collègues, même si on est endeuillé avec nos parents, nos aînés, à savoir Mohamed Adan dit Ché, qui était un des aînés, nos aînés de Djibouti. À savoir aussi le deuil que notre présidente de la Jeux Olympiques a connu aussi à Aïcha Grad, son père et son frère. Nos pensées sont avec eux, à leur famille, avec elle. Donc je dis voilà, Dieu merci, 5 km, 10 km qui s'est bien déroulé. Merci à la RTD de nous avoir accompagnés et on se dit l'année prochaine, Inch'Allah. Exactement, ça c'est une fierté. Il faut dire que ces gens-là, nous sommes à leur côté aussi. Comme le chef de l'État est avec eux, nous aussi, la compagnie aérienne, on est à leur côté aussi. Et on sera encore plus l'année prochaine aussi. Donc il n'y a pas de problème pour ça. Et la compagnie aérienne, leur compagnie nationale est avec eux. Donc on est à leur côté. On veut qu'ils se donnent à fond, qu'ils courent à fond, qu'ils portent leur drapeau, qu'ils hissent leur drapeau, comme la compagnie nationale elle le fait. Donc, jeunes Djiboutiens, la compagnie est avec vous. Comme on dit, un peuple, une nation et une histoire. Donc, votre compagnie est avec vous. En Somalie, un navire de forage turc a atteint Mogadiscio, un moment clé pour la Somalie, célébré par des responsables des deux nations. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a souligné l'importance de cet accord de forage pour renforcer les relations bilatérales et marquer le retour de la Somalie sur la scène internationale. Le navire explorera 3 zones dans les eaux somaliennes pendant 5 à 7 mois avant de retourner en Turquie pour analyser les résultats. Cet accord représente une opportunité économique significative pour la Somalie qui espère exploiter ses ressources pétrolières et dynamiser son économie. Je vous le disais en titre, l'armée israélienne a annoncé la mort de 5 soldats, portant à 10 le nombre de ses pertes en 24 heures. Le ministre israélien de la Défense a qualifié cette journée de difficile. La suite dans cette séquence. Israélienne a annoncé la mort de 2 officiers et 3 soldats dans des combats au sud du Liban, portant à 10 le nombre de ces morts en 24 heures. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a qualifié la mort des soldats israéliens de journée difficile. La résistance du Hezbollah a déclaré avoir ciblé 4 chars israéliens, a tiré des dizaines de roquettes. De son côté, le porte-parole de l'armée israélienne indiquait qu'un drone lancé depuis le Liban avait été intercepté avant d'atteindre Israël. En revanche, plusieurs villes du sud du Liban ont été soumises à des raids israéliens. L'agence de presse libanaise a annoncé qu'une personne avait été tuée dans une voiture visée par un drone israélien sur une voie publique au sud du Liban. En revanche, les soldats de la force intermilitaire des Nations Unies au Liban se sont retirés d'un poste d'observation de la ville dans le sud du pays après que les forces israéliennes ont ouvert le feu dessus, a annoncé vendredi. L'agression contre le Liban a fait au total 2593 morts et plus de 12 000 blessés, dont un grand nombre d'enfants et de femmes. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de votre aimable attention.